Innover pour le commerce, les news. Et on retrouve Hélène Cornet, bonjour, de la rédaction de BFM Business. Bonjour Karine. Alors, le début des foires au vin, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on en parlait avec Monoprix. Il y a une grande nouveauté cette année, c'est qu'on peut pré-réserver sur Internet. Mais vous avez trouvé encore mieux pour les foires au vin, Hélène. C'est un robot, un chatbot pour vous guider. Voilà, exactement. Vous savez, ce sont ces petits assistants virtuels qui sont là finalement pour répondre à toutes vos questions, vous donner des conseils. Alors pour la foire au vin, c'est est-ce que vous aimez des vins plutôt fruités, boisés, de telle ou telle région pour accompagner tel ou tel plat. Ils vous font des conseils, une sélection vraiment personnalisée. Et le but, évidemment, c'est que vous craquiez, que vous achetiez à l'occasion de cette foire au vin. Vous savez que c'est un événement quand même phare pour les distributeurs. 20% du chiffre d'affaires du rayon, avec en moyenne des bouteilles autour de 7 €, alors qu'habituellement, on les achète plutôt autour de 4 € en moyenne. Donc voilà, à ne pas louper. Et tout ce qui peut vous guider, vous conseiller dans vos achats vaut le coup, est testé en tout cas par les distributeurs. Ces chatbots en tout cas vont, on espère, réussir à vous faire aimer le vin. Dans quelles enseignes ? Il y en a plusieurs, notamment Lidl et Carrefour. Eh bien voilà, La Poste qui va bientôt livrer le dimanche. Oui, alors c'est une petite révolution pour l'opérateur historique. Alors ils avaient déjà plus ou moins tenté l'expérience en 2015 lors de la période de Noël avec des volontaires. Alors évidemment, ça avait hué dans les chaumières, mais cette fois ils y vont pour de vrai avec leur filiale Chronopost et avec des sous-traitants, avec un service de sous-traitants. On ne parle pas du courrier évidemment, mais que des colis, tout ce qu'on achète, des achats qu'on achète sur Internet. Et pourquoi ? Eh bien évidemment parce que on a l'habitude d'acheter à toute heure, n'importe quand, et on va être livré le plus rapidement possible. C'est un énorme marché et la Poste ne veut pas rester en dehors de ce marché. Donc bientôt vos colis livrés le dimanche, et justement la livraison de colis, on en parlera la semaine prochaine avec Relais Colis. Et pour terminer rapidement, un petit pop-up store pour la Kenzo Move. Alors vous savez ce qu'est la Kenzo Move ? Voilà, ce sont les baskets ultra chic, ultra pop de la marque Kenzo. Et pour leur lancement, la marque ne fait pas les choses à moitié, puisqu'elle va leur dédier finalement un magasin, éphémère certes, mais tout de même. Et en fait, on est de plus en plus dans cette tendance, un magasin, un produit. On est ultra spécialisé et c'est une façon de se démarquer finalement de la concurrence. C'est Pierre Hermé, il me semble, qui avait commencé avec ces fameux macarons. Hélène Cornet, merci à vous. Allez, direction Habitat. BFM Business. Innover pour le commerce, l'invité de la semaine. C'est Hervé Giaoui, bonjour. Bonjour. Un PDG d'Habitat qui repart à l'offensive et nous a rejoint Rodolphe Bonas, bonjour. Bonjour Karine. PDG de Ceacom. Alors ça fait des années qu'Habitat souffre un petit peu, on ne peut pas le nier. Vous avez perdu un quart du chiffre d'affaires depuis le rachat par la CAFOM en 2012. Vous avez quand même réussi à diviser les pertes par 4 oui, depuis 5 ans. Ça repart un petit peu le chiffre d'affaires. Mais du coup, vous frappez fort. Là, depuis quelques jours, vous annoncez une baisse des prix. Enfin, 400 produits sur 3000 références en baisse de 20 à 30% par rapport aux tarifs habituels. Et évidemment, tout ça s'est relayé par une belle campagne publicitaire. Comment est-ce possible ? Vous prenez où, sur la qualité ou sur les marges, Hervé Giaoui ? Pas du tout. Vous savez, quand on parle un peu avec tout le monde pense qu'Habitat est cher. Mais moi, je vois des chiffres. C'est un peu mathématique. Le groupe CAFOM achète des meubles de partout dans le monde depuis à peu près 40 ans. Et je pense qu'on sait le faire. Nos concurrents, certains de nos concurrents, savent le faire aussi bien que nous. Mais quand je vois mes marges et celles de mes concurrents, mes marges sont moins importantes. Donc je suis moins cher que mes concurrents. Et c'est cette image qu'on veut enlever et on va frapper sur quelques produits. On va pas renier sur la qualité. On va simplement faire ce qu'on appelle des prix d'amis. C'est le meilleur prix qu'on puisse faire dans le commerce à des amis. C'est un prix sincère. C'est, si je veux reprendre un peu un slogan d'il y a 20 ans, c'est le juste prix. Mais ça sera un prix d'amis. D'accord. En tout cas, sur 400 références. Ceci dit, je relisais un article de votre directeur marketing disait ce qui coûte le plus cher dans le commerce, finalement, c'est de faire entrer les clients. C'est moins cher de le transformer. Donc, vous allez faire entrer par le prix, mais vous allez le faire entrer comment aussi ? Déjà, on a une fréquentation. Il y a des gens qui rentrent chez nous. Aujourd'hui, avec nos prix d'amis, nous allons transformer un peu mieux. Et si nous transformons un peu mieux, nous avons des amis supplémentaires qui vont parler à leurs amis. Et voilà, c'est tout à fait simple. Le taux de transformation, aujourd'hui, il est de combien chez Habitat ? C'est confidentiel, mais il est pas bas, il est pas élevé. On a un potentiel d'améliorer notre taux de transformation.
Et le potentiel, il viendra aussi notamment de vos amis à vous, les nouvelles enseignes que vous accueillez, parce que vous avez dit finalement, on a à chaque fois, c'est quoi, 1600 mètres carrés, Voilà, ça, c'est un on peu a grand. 1600 mètres carrés en moyenne dans notre réseau. On s'aperçoit qu'avec 1000, 1100, on peut tout à fait s'exprimer et être rentable. D'ailleurs, les dernières ouvertures que nous avons avec 1000 mètres carrés, nous sommes rentables. Donc, il n'y a pas de raison. Nous avons des mètres carrés supplémentaires. C'est des mètres carrés qui coûtent cher. Nous sommes en centre-ville, des très beaux emplacements. Dans toutes les villes, nous sommes là où il faut. Et nous avons décidé, sur ces 4 à 500 mètres supplémentaires, la moitié sera réservée à des invités. Alors, je peux citer 3 invités Allons-y. que nous avons contracté avec eux. C'est Artemide, la grande marque de lighting Artemide, qui va rejoindre notre rayon luminaire. C'est la photo avec Yellow Corner, une très belle entreprise qui est dans le coup avec des produits tout à fait intéressants. Et un très gros fabricant français de culinaire et de cookware de Buyer. Voilà, ça c'est 3 invités. Vous parliez aussi de voilage, de rideaux. Oui, je peux pas citer puisque j'ai pas. Genre Madura, un truc comme ça. Ou pourquoi pas. Honnêtement, je peux pas vous dire parce que c'est un marché que je connais un peu moins, donc on aura sûrement quelqu'un qui nous rejoindra. Et comment ça se passe très concrètement avec eux? Prenez une commission sur les achats? Concrètement, nous allons, jusqu'à présent, Habitat ne vendait que ses propres produits, dessinés et créés par le studio design et fabriqués par nos équipes de sourcing. Nous allons laisser un espace à ces marques pour qu'elles s'expriment chez nous. Nous serons leurs clients, partenaires avec lesquels on aura des accords et qui permettra à ces marques d'avoir la présence dans nos magasins. Et bien sûr, nous ferons du chiffre d'affaires supplémentaire grâce à l'attrait de leur Je vous laisse la parole tout de suite, Rodolphe, mais j'ai une dernière question là-dessus. Pourquoi ne pas vous être racoquiné avec des marques plus accessibles? On a vu au Printemps Nation, Maison du Monde, on a vu AMPM au BHV par exemple, qui aurait pu être aussi un appel. Alors, déjà, c'est clair que je ne peux pas m'acoquiner avec un AMPM qui est un peu concurrent, un Maison du Monde qui n'est pas dans mon style de produit et pas dans mon niveau de standard. Je ne peux m'acoquiner que par des gens qui m'amènent. Alors, pourquoi on a fait De Buyer et le luminaire? C'est 2 rayons dans lesquels on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, on n'a pas été performant depuis 6 ans. C'est clair qu'aujourd'hui, on pourrait l'être en investissant, en embauchant, en recrutant, et peut-être dans 1 an ou 2. Je me suis dit que c'est peut-être préférable d'avoir des grands professionnels qui nous rejoignent, et en quelques semaines, on rattrape notre retard. Voilà. Rodolphe. Et alors, juste une question sur ces 400 produits là, sur lesquels... C'est quelle typologie de produits? Ce sont des produits emblématiques de la marque? Parce que vous avez, vous, chez Habitat, des produits emblématiques, ou bien c'est plutôt des produits de lancement, des innovations? Vous avez fait votre choix comment? C'est un peu tous les produits, c'est pas des produits emblématiques. La lampe Ribon, c'est notre produit emblématique depuis toujours. En plus, ça, je suis très fier parce que elle était fabriquée en Chine, je la fabrique en France. J'en suis très content. Donc, ça sera des produits, des nouveaux produits, un peu dans chaque segment de produit. Il y en aura dans le canapé, il y en aura dans la vaisselle, il y en aura dans le cookware, il y en aura dans le lighting. Dans chaque gamme de produits, il y aura un prix d'amis qui permettra à des gens qui veulent aller sur un produit plus accessible en termes de prix de pouvoir être heureux d'acheter chez nous. Hervé Joailly, oui, le marché de l'ameublement reprend un petit peu, mais notamment grâce à Internet. Il est 13% des ventes de meubles en ligne. Ça devrait être 20% du marché en 2020. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie pour avoir votre part du gâteau à côté des Miliboo, des Made.com et autres? Alors, si on parle d'Internet, je pense, la référence Internet dans le meuble en France avec Ventunique.com, puisque c'est la plus belle entreprise. Voilà, une autre marque de la CAFOM. Voilà, une autre marque de la CAFOM. 80 millions de chiffre d'affaires, 10% de résultats. Vous voyez qu'on sait gagner de l'argent aussi. Donc, on n'a pas de secret sur Internet. Nous avons démontré que nous sommes très puissants sur Internet en termes de chiffre d'affaires et en termes de rentabilité. Le groupe CAFOM aussi, donc avec Habitat, on réalise à peu près 7% de notre chiffre d'affaires. C'est clair qu'il va monter petit à petit. Mais vous savez, le web, c'est notre premier magasin. Pas en tant que chiffre d'affaires, mais en tant que présentation de produits. Le web, ce n'est plus du web, c'est un magasin. C'est un autre magasin. Donc vous allez le lier au physique parce que c'est ce qui. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, il y a le web to store, to web. Il faut plus mélanger le web et le store. C'est le même produit, c'est la même activité. On n'existe pas sans web. Donc vous allez mettre plus de moyens aujourd'hui sur le web? Oui, on va mettre plus de moyens. C'est des moyens au niveau de la photo, de la digitalisation des produits dans notre magasin. Vous savez, aujourd'hui, on a supprimé cette année pour la première fois le catalogue papier. Tout ce budget, on va le mettre dans la prise de vue et pouvoir faire du rédactionnel, du contenu pour montrer un peu tous les avantages de nos produits. Rodolphe, rapidement. Juste une question, quand on voit votre groupe et en effet son succès, et qu'on regarde Habitat où on voit que c'est un peu long, finalement cette marque, c'est un peu une histoire d'amour pour vous, parce que autant de c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour pour 20% de la population mondiale. C'est pas que pour moi. Nous sommes présents sur 20 pays dans le monde. Je sais que dans tous les pays du monde, dans notre catégorie de clients, tout le monde connaît Habitat. Aussi bien au Koweït qu'en Algérie, qu'à Dakar, qu'à Madagascar, Guatemala, New York, Canada. Hier, j'étais avec des Canadiens.
avec qui nous sommes en train de discuter pour ouvrir des magasins Habitat au Canada. Donc l'histoire d'amour, elle n'est pas que pour moi, elle est pour l'ensemble de notre public. Il faut juste transformer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai une toute dernière question très rapide, Hervé Giaoui. Le groupe AFOM vient d'annoncer le rachat de SIA, Home Fashion et Fleurs Artificielles, qui s'est développé dans la déco. Qu'est-ce que vous allez en faire avec Habitat? Exactement, on n'a pas racheté SIA, on a racheté les actifs, certains actifs de SIA, le stock, les marques, une partie des équipes, les sites web et le portefeuille client. Vous allez en faire quoi? L'idée, déjà SIA, c'est une marque qui est connue et reconnue, là aussi, au niveau mondial, dans la fleur artificielle. Donc on va essayer de prospérer essentiellement dans la fleur artificielle et en amenant certaines nouveautés. Et des fois, je me dis, pourquoi je ne créerai pas la fleur qui va pousser sur Mars dans 50 ans? C'est à l'ordre du jour. Mais oui, merci, PDG d'Habitat. On ira voir avec vous. C'est ça. Vous restez encore un peu avec nous, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de Saacom, vous ne nous emmenez pas sur la Lune, mais à San Francisco, chez Sephora. Exactement, voir des étoiles aussi à San Francisco, puisque on va à Powell Street, au numéro 33, visiter vraiment le magasin emblématique de cette marque, de l'enseigne, qui, vous savez, a développé un peu partout dans le monde d'ailleurs ce qu'ils appellent chez eux des beauty hubs. Alors, ce sont des espaces dans lesquels vous avez un concentré à la fois d'innovation et de technologie. Et ici, là, à San Francisco, vous avez le meilleur de ce que la marque peut produire. Alors, je vais vous donner quelques idées qui m'ont bien amusé. Tout d'abord, vous avez le Color IQ. Alors, qu'est-ce que c'est que le Color IQ? En fait, c'est une canette que vous passez assez proche de votre visage ou bien de vos lèvres. Et à partir de ce moment-là, vous avez une couleur Pantone de la peau qui s'exprime et aussi des lèvres. Et avec cette couleur Pantone, ils vont pouvoir vous proposer des fonds de teint, de la poudre ou même des rouges à lèvres. J'adore quand vous me parlez maquillage, Rodolphe. Vous allez voir, je suis devenu un grand professionnel du maquillage. Après, vous avez un autre élément autour du parfum, qui est la fragrance IQ, et ils aiment bien les IQ chez Sephora. Et là, pour le coup, c'est parfois difficile de définir son parfum. Et là, vous passez au travers d'un questionnaire avec des questions qui ne sont pas que pragmatiques. Il y a certaines questions. Alors, j'ai pris mes lunettes pour vous en donner qui sont des questions un peu personnelles. Alors, par exemple, c'est quelle expérience sensorielle vous attire le plus? Par exemple, se promener dans un jardin fleuri. Ou aller se promener chez Habitat. Voilà, exactement, par exemple. Ou bien, quand vous êtes susceptible de porter le parfum, est-ce que vous cherchez plutôt le lundi matin, le lundi soir, le dimanche soir, un dîner galant, etc. Et à la fin de ce questionnaire, c'est assez génial, c'est qu'il vous soumet une odeur. C'est-à-dire que tout d'un coup, pchop, le système, il sort un espèce de parfum, vous reniflez, vous dites oui, c'est ça que je veux. Et là, après, on vous présente la gamme. Allez, un dernier petit truc. Allez, le dernier petit truc, je vous l'emmène, ça s'appelle le Beauty Workshop. Et là, ce sont des postes, vous avez l'impression d'être un peu comme... c'est dédié à l'apprentissage du maquillage. Et c'est assez sympa parce que vous avez à la fois tous les produits que vous pouvez essayer, des démonstratrices, et surtout, vous avez des écrans avec des youtubeuses qui viennent vous donner des conseils assez extraordinaires. Sachez qu'en France, notre plus grande youtubeuse, elle s'appelle Enjoy Phoenix. Elle a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est incroyable. J'ai découvert et je n'ai rien trouvé au niveau capillaire. Ah bah ça, c'est un problème pour vous. Voilà, j'ai un petit souci. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas. On vous retrouve la semaine prochaine, Hervé Giaoui. Merci à vous. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Des légumes, des huîtres, de la viande, des pizzas, mais aussi des vernis à ongles, de la parapharmacie, des bonnets de bain ou des vêtements. On trouve de tout aujourd'hui dans les distributeurs automatiques, même si le marché, c'est vrai, est encore tenu à 80% par les distributeurs de café, autres boissons et les entreprises. Eh bien, à côté, ça change pas mal. Alors, le distributeur automatique est-il l'avenir du commerce de proximité? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Boris Grattini, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Nailmatic, marque de vernis à ongles. Franck Rosenthal, bonjour. Bonjour. Expert en marketing du commerce. Alors Boris Grattini, lorsque vous lancez votre marque de vernis à ongles, donc Made in France, écologiquement responsable, en novembre 2012, tout de suite, vous vous lancez par des distributeurs automatiques. Vous choisissez ce mode de commercialisation. Première installation au Citadium, pour ne pas les citer, puis dans les grands magasins. Pour quelles raisons? On l'imagine évidemment pour se démarquer des autres, mais il n'y a pas que cette raison.
Oui, c'est vraiment. La première idée, c'était quand même se démarquer et c'était de trouver un nouvel axe de distribution qui représente quand même pas mal d'avantages. Dont un premier avantage, c'est que si vous avez trouvé un point de vente qui fonctionne pas, il est déplaçable. Et après, on l'a fait d'une façon moderne. C'est des points de vente qui sont connectés. Donc en temps réel, on connaît les ventes, on connaît les stocks. Ça gère qu'une boutique, sauf que cette boutique, elle n'a pas de personnel, elle est transportable. Et ça coûte combien la deuxième question, c'est ça? Un distributeur, ça reste quand même très très accessible par rapport au prix d'une boutique. Globalement, si on va monter un petit peu en technologie, on va être sur entre 5 et 10 000 euros sur un distributeur équipé. Voilà, donc simplement après il faut les gérer. Après il faut les gérer, alors d'où l'importance de les connecter et de connaître en temps réel les stocks, parce qu'on peut très bien les gérer à distance et intervenir, on sait exactement ce qu'il y a et on peut intervenir au moment opportun. Alors Franck Rosenthal, ce que je disais tout à l'heure, on a vu les choses changer ces derniers temps en France, mais pas seulement. Mais en France, ils ne sont pas les seuls comme ça, Nelmatic, à proposer autre chose que du café dans les distributeurs. Oui, alors c'est de plus en plus la tendance, c'est de pouvoir, vous avez cité en ouverture tout ce qu'il pouvait y avoir. Moi j'ai vu récemment effectivement un distributeur de pizza dans une ville dans l'Orne de 2000 habitants en fait. Et effectivement le principal avantage c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc quand tout est fermé parce qu'il est 21h et que vous avez envie de manger quelque chose, vous allez au distributeur de pizza. Il le réapprovisionne tous les jours et donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Comme les agriculteurs qui les utilisent aussi en circuit court. Oui, ils peuvent par exemple sur le lait par exemple. Ouais. Voilà. Donc il y a des distributeurs aujourd'hui, alors ils les mettent d'ailleurs très souvent à proximité des supermarchés et des hypermarchés, et ça permet d'avoir du lait frais de ferme. Alors évidemment, ça se conserve pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une consommation immédiate et réapprovisionner ça en permanence, mais c'est intéressant aussi parce que c'est des choses qu'on voyait pas. Et là aussi, si vous voulez un verre de lait de ferme à 23h parce que vous rentrez chez vous, vous avez la possibilité de l'avoir en fait. Est-ce que vous pensez, moi j'ai lu aussi par exemple des boulangers justement pour étendre leurs horaires d'ouverture ou les jours où on ne pouvait pas être ouvert ou que sais-je, pour suppléer dans le village d'à côté ou avaient leur distributeur automatique. Est-ce que vous pensez que petit à petit ça peut justement suppléer à ces commerces de centre-ville qui sont un peu en difficulté, ou est-ce que ça restera un plus? Alors, je crois que ça peut se faire, mais progressivement. C'est-à-dire que ça me paraît un petit peu tôt, parce que, notamment, par exemple, par rapport à tous les commerces de proximité, comme la boulangerie, il y a un lien qui est très fort. Et ça dépend des amplitudes horaires. C'est-à-dire que si vous avez déjà une amplitude horaire qui est assez large, comme ça peut être le cas, par exemple, en région parisienne, où il ferme à 20h ou 20h30, bon, l'avantage du distributeur automatique, il va être moins fort, en fait. Voilà. Donc, mais pourquoi pas, en fait. Peut-être effectivement plutôt en campagne, en province, en région, comme on dit. Boris Gratini, vous avez développé vous vous êtes lancé depuis 2012 3 générations finalement aujourd'hui de distributeurs, parce que vous avez fait évoluer les choses. Quels sont ceux qui marchent mieux? Parce qu'à un moment donné, vous avez abandonné, non, mais vous avez fait autre chose que les grands magasins. Alors, les premiers distributeurs qu'on a lancés sont des distributeurs qui ne peuvent pas être autogérés par les magasins. Ils ne peuvent être gérés que par la marque. Donc, c'est un frein parce que ça veut dire qu'il faut automatiquement créer une logistique. Et on a développé, on a appris de ça et on a développé là pour le coup des machines plus petites. On a miniaturisé en fait les machines aussi pour les emmener dans des magasins qui ne sont pas que des grands magasins, des malls, ou pouvoir l'emmener aussi dans du concept store, et qui est une machine qui peut être transportable, plus facilement installable, et en l'occurrence qui sont des machines qui sont autogérées par le magasin. Donc là en effet on peut aller dans des process de vente, de location de machines, et on ouvre tout de suite le spectre et les possibilités sont bien plus grandes. Vous avez combien de machines aujourd'hui installées? Aujourd'hui, de la première génération, il y en a à peu près 40 dans le monde, donc d'où la complexité de cette machine qui nous a en fait ralenti, et on ne voulait pas devenir des spécialistes de la distribution automatique avec des points logistiques dans le monde entier et surtout sur toute la France. Par contre, la dernière qui a été lancée en avril pour l'enfant Kids, qui est un petit distributeur automatique, tirette, on a réinventé la tirette des fêtes foraines. Celle-ci, depuis avril, on a déjà installé 50 en quasiment 6 mois. En attendant la prochaine génération qui arrive en début d'année prochaine. Exactement. C'est ça l'intérêt. Parce que c'est vrai que vous parlez développement mondial, international. C'est vrai que la France, on est un peu en retard, Franck Rosenthal. Parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. En fait, aux États-Unis, on a beaucoup plus de possibilités parce que eux, ils ont intégré ça dans le commerce. Et ils ont intégré ça. Ils ont aussi un commerce où il y a il y a une amplitude horaire qui est plus forte. Donc, c'est devenu un réflexe de consommer à n'importe quel moment et au moment où on en a envie, ce que permet de faire le distributeur automatique. Et c'est vrai qu'en France, c'est resté un domaine réservé pendant très très longtemps aux distributeurs de café,
ou de boissons ou de snacks, enfin, etc. Tel que, et ça existe encore toujours et ça existera toujours, mais c'est resté très longtemps un domaine réservé et on a du mal à tester des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a vu? L'Oréal, Uniqlo To Go qui vient de lancer Voilà. carrément, on va acheter son t-shirt. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre aux États-Unis? Alors moi j'ai vu, je pense que c'est une initiative qui est assez marquante, c'est celle qui a été faite par Best Buy. Best Buy c'est une enseigne d'électronique, hein, c'est l'équivalent de Darty ou de la Fnac aux États-Unis. Et en fait eux ils ont une stratégie, ils ont d'abord testé des distributeurs automatiques dans les aéroports pour en fait proposer tous les produits dont vous avez besoin avant votre vol. Donc ça peut être par exemple un chargeur de batterie parce que votre batterie est déchargée et vous voulez téléphoner tout de suite et vous en avez besoin. Ça peut être par exemple un casque parce qu'effectivement vous voulez pas avoir les oreillettes où la qualité de son est dégueulasse si vous avez si vous avez un vol de 12 heures devant vous, enfin etc. Et vous dites ça vaut le coup d'acheter un casque. Et ils ont un vrai parc, un nombre parc, Ouais. un parc important qui fonctionne. Voilà, alors ils ont d'abord testé, ça a bien marché, et puis maintenant ils sont dans 1000, ils en ont mis 1000 dans les aéroports américains. Alors il y a beaucoup d'aéroports, les Américains se déplacent moins que nous par le train et beaucoup plus par l'avion, mais ils en ont partout et ça marche bien. Et ils ont une promesse en fait qui est globalement d'être au même prix qu'en magasin. Vous visez le marché de la croisière avec Nailmatic. En fait, là, il faut que ça apporte un service, en fait, la distribution automatique. Je veux dire, si c'est pour à côté d'une distribution classique, c'est en effet, ça va être apporté sur l'amplitude horaire. Quand on parle aujourd'hui, le développement, c'est pas vraiment, là, en province, c'est pas vraiment prêt, mais je pense que les circuits courts, etc., ou ces choses de gens qui n'ont pas toujours un point de vente physique, mais qui vont pouvoir vendre des produits avec, ça peut vraiment fonctionner, mais, et donc là, nous, c'est la même chose. On trouve, c'est à essayer d'installer ou de proposer la marque dans des endroits où, en fait, il n'y a pas d'offre. Et il y a, en effet, le marché de la croisière, aujourd'hui, qui nous paraît être aussi une véritable opportunité, parce que c'est un énorme marché, et que tous les bateaux sont pas équipés aujourd'hui de prestations de services ou même de propositions de boutiques ou de shopping. Très rapidement pour conclure, messieurs, en 20 secondes chacun, qu'est-ce qui manque au marché de la distribution automatique en France pour aller aussi vite ou aller aussi loin que les Américains, voire les Japonais dont on n'a pas parlé, où là il y en a à tous les pas de porte, Boris? Je pense peut-être des industriels qui ne proposeraient pas des choses uniquement pour le snacking et globalement le café, etc., qui est le gros du marché, et des gens qui voudraient innover. Il y a des machines aujourd'hui qui sont aux États-Unis qu'on trouve pas du tout en Europe, qu'on trouve pas en France. Toute la partie technologie de ces machines connectées, on a été les premiers à connecter les machines. Il y a 4 ans, ça n'existait pas avant. Enfin, je trouve que c'est un marché qui est très très en retard. Tout l'intérêt du marketing direct, on imagine bien. Franck Rosenthal, conclusion? Ouais, je pense effectivement qu'il faut essayer des choses, il faut tester en fait, et il faut tester de nouvelles offres. C'est pas la peine de remettre les offres qu'on a dans la distribution physique, ça présente peu d'intérêt, et il faut y aller. Il faut pas avoir d'idées préconçues et il faut tester. Bon, on se reparle dans un an, on voit où ça en est. Merci infiniment, messieurs. Boris Grattini, Nailmatic, Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Allez, merci. Le mot de la fin. BFM Business. Innover pour le commerce. Le mot de la fin. Et le mot de la fin cette semaine à Hubert de Malherbe, designer, fondateur de Malherbe Paris. Bonjour. Bonjour. Alors Hubert, cette semaine, on a appris qu'Italie allait ouvrir, Italie EATALY, un parc d'attractions alimentaires, un véritable Disneyland alimentaire dont l'entrée sera gratuite, ça c'est très important. Ce sera le 15 novembre prochain près de Bologne. C'est dingue ça? C'est extraordinaire. C'est 10 hectares, c'est-à-dire c'est une dimension qu'on ne connaît pas, 10 hectares de un magasin bien sûr, mais surtout tout ce qui permet d'avoir le magasin, c'est-à-dire des lieux où on va transformer des fromages, il y aura une ferme, on pourra aller voir avec ses enfants les animaux, on peut aller voir des cultures aussi et qui permettent justement de produire ce qui est dans le magasin, et bien sûr 40 restaurants au milieu de tout ça. C'est en fait un voyage au pays culinaire de l'Italie. Mais tout ça avec le commerce au centre, on l'a bien compris, parce qu'Italie c'est quand même une enseigne à la base de gastronomie italienne. En quoi c'est symptomatique justement de l'évolution du retail d'aujourd'hui? Parce que en fait, on arrive avec la montée de l'e-commerce un petit peu à la fin d'un cycle, encore une fois, d'une société de consommation qui a envie d'évoluer vers des choses beaucoup plus élaborées. C'est en ça que c'est extrêmement positif. Les gens aujourd'hui veulent voyager plus, veulent découvrir des choses un petit peu plus culturelles, s'élever d'une manière générale, et ce n'est pas uniquement le commerce qui va faire qu'ils vont dépenser leur argent. C'est un environnement de choses, une agglomération de choses. C'est le commerce expérientiel, c'est des ambiances hollywoodiennes, c'est faire du sport, c'est découvrir des choses, et bien sûr continuer à acheter. Et tout souvent autour de la restauration, et en Chine, pour ça ils sont vraiment très forts, vous qui connaissez ça. Alors depuis très longtemps, par exemple, dans les malls en Chine, la proportion de ce qu'on appelle le food and beverage, c'est-à-dire la restauration, est très importante, jusqu'à 50%.
50% des grands centres commerciaux. En Europe, c'est moins de 5%. Pourquoi? Parce que l'Internet, lui, peut vous proposer un repas à livrer chez vous, mais ne peut pas vous proposer chez vous, dans votre salon, l'ambiance d'un restaurant. Donc en Chine, ils sont très forts. Est-ce que la grande distribution va y venir en France à ça? Alors, c'est un peu compliqué. D'abord parce que quand on veut faire, par exemple, 80 millions de chiffre d'affaires, comme il est prévu à Italie, à Bologne, eh bien, la distribution française investit, par exemple, la moitié. C'est ça. C'est-à-dire 40 millions pour faire 80 millions de chiffre d'affaires. Or, Italie a dit qu'ils ont dépensé 130 millions d'euros. Bon, déjà un petit problème technique sur ce point, c'est 3 fois plus. Par contre, c'est pas tellement ça le vrai sujet. C'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les marques qui distribuent les produits alimentaires disent: je suis le moins cher, le prix bas, le prix bas, le prix bas. Et en fait, ils sont très pros, ils sont tous relativement proches les uns des autres, avec beaucoup de talent. Sauf que demain, ils vont devoir dire: mais attendez, c'est plus le prix le plus bas, c'est, vous allez voir, venez avec votre famille. L'expérience la plus folle. L'expérience la plus folle, exactement. À suivre. Donc Italie, ce sera le 15 novembre à Bologne. Merci infiniment à vous, Hubert de Malherbe, pour le mot de la fin. Innover pour le commerce, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine.